Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour cette édition de Alexis Poulain sans réserve, où on va recevoir d'abord Virginie Martin pour parler du débat Attal-Bardella. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat entre les deux politiques et sur l'Union européenne? Et puis on va parler bien sûr de la censure de l'Internet en Nouvelle-Calédonie avec Pierre Bessac, un informaticien qui est aussi porte-parole du Parti Pirate, pour poser vos questions, réagir avec nos invités. 0826 300 300, c'est le standard. On est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Campi, Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler du débat Attal-Bardella est Virginie Martin, politologue, professeure chercheuse à Cambridge Business School, et vous êtes co-responsable aussi du comité scientifique de la revue Politique et Parlementaire. Alors, est-ce que vous avez regardé le débat hier soir dont tout le monde parle ce matin entre le Premier ministre et le candidat du Rassemblement national? Oui, bonjour Alexis, merci de cette invitation. Bien sûr, j'ai regardé ce débat un peu étrange avec un Premier ministre qui finalement pique un peu la place à sa candidate légitime normalement, et qui vient donc se mettre dans l'arène face à Jordan Bardella, et qui crée du coup aussi une sorte de clivage RN, Renaissance, et voilà, qui vole la vedette à Valérie Hayé, ce qui est quand même un peu une configuration un peu bizarre. Oui, mais Valérie Hayé, on était très contente en disant formidable, Gabriel Attal fait un travail exceptionnel, il montre les incohérences de Monsieur Bardella. Moi, j'en ai retenu quand même un débat très poli de deux communicants qui utilisaient des éléments de langage avec très peu de sens de la répartie. Finalement, on avait l'impression d'un manège un peu arrangé où chacun s'écoutait poliment avant de déballer ses lignes, quoi. C'était un peu ça. Les objectifs, je pense, de l'un et de l'autre n'étaient pas tout à fait les mêmes. On l'a vu, évidemment, pour Gabriel Attal, c'était remettre le RN dans ses contradictions, recréer de la diabolisation. Jean-Marie Le Pen est revenu à plusieurs reprises. Travailler aussi la question de l'incompétence supposée des gens et des leaders du Rassemblement national, et donc les remettre dans toutes ces contradictions. Donc ça, c'était quand même important. Donc il fallait aussi que Attal soit peut-être plus agressif. En revanche, Jordan Bardella jouait un peu en défense. Il fallait surtout qu'il ne fasse pas d'erreur absolue, qu'il n'y ait pas de buzz le lendemain contre lui. C'est ça aussi l'important. Oui, mais on a Bardella. l'impression que systématiquement, le Rassemblement national, enfin c'est le cas de Marine Le Pen dans les débats du second tour, n'est pas à l'offensive, est toujours sur la défensive, essaye d'arrondir les angles, de ne pas attaquer. C'est quand même incroyable que dans ce débat hier, il n'y ait pas eu un passage sur le bilan économique, notamment des 7 ans de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. 3 000 milliards de dettes, on n'en parle pas. Le chômage, les chiffres qui ne sont pas formidables. Tout ça, c'est comme s'il ne fallait pas en parler et dire ah oui, c'est vrai, on va parler d'autres dossiers, mais qui ne sont pas dérangeants finalement pour la majorité. Alors, deux choses. Évidemment que ça nous fait penser aux deux débats Marine Le Pen-Macron. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Même configuration, même question de forme. L'un avec note, l'autre sans note. Enfin bon, on a noté les parallèles, c'est vrai. On a souvent dit que le Front National, le Rassemblement National, n'était pas prêt au pouvoir, à exercer le pouvoir. Est-ce qu'il l'est réellement ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, quand on est crédité entre 30 et 33% pour des élections européennes, c'est extrêmement élevé. 2 fois Marine Le Pen au deuxième tour. Il me semble quand même, avec un effet Bardella évident, que maintenant, tout de même, les gens croient plutôt en eux. Le plafond de verre est en train quand même de s'effriter très sérieusement. Mais eux, croient-ils suffisamment en eux? Justement, point d'interrogation. C'est un petit peu, vous savez, tout d'un coup, ils sont avec des gens du vrai pouvoir, des premiers ministres, des ministres régaliens, c'est Jordan etc. Bardella qui avait demandé ce débat d'ailleurs. Bien sûr, mais lui, c'est très bien, parce que ça le positionne beaucoup plus haut, et ça le rend premier ministrable, on va dire, ou présidentiable à terme, avec son jeune âge, tout est possible. Est-ce que c'est pas allé un peu vite quand même en besogne? Bien sûr que c'est allé vite, mais pour revenir à ça, est-ce que le RN a pas finalement un manque de culture gouvernementale, un manque de culture du vrai pouvoir. Ça, c'est la critique qui revient tout le temps. Oui, mais non, mais c'est pas une question de compétence ou quoi que ce soit, ou de savoir-faire, mais c'est que dans leur rang, ils n'ont pas d'anciens présidents de la République, d'anciens premiers ministres,
d'anciens gros ministres, à part la figure tutélaire de Jean-Marie Le Pen, finalement, il n'y a que des troisièmes couteaux chez eux. Donc, pas vraiment, là, ils ont quand même l'ancien patron de Frontex. Ça reste quand même des troisièmes couteaux au niveau politique. Qui commencent à attirer des profils d'énarques, des cadres, voilà, des technos, tout comme on en trouve dans les autres partis. La Malika Sorel, par exemple. Auparavant. Bien sûr, ça c'est important. Ils sont en train, effectivement, de rassembler autour d'eux des compétences, c'est certain. Ont-ils pour autant cette culture du pouvoir pour l'instant suprême, ça je ne le crois pas, mais en tout cas c'est vrai. On le voit aussi au niveau des sondages et de la sociologie électorale. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de professions intermédiaires qui vient soutenir aussi le RN et qui s'apprête à voter pour ce parti. Donc bien sûr que les sondages sont quand même incroyables. Les sondages pour les européennes, on est très loin devant en ce qui concerne la liste de M. Bien Bardella. sûr, c'est quasiment du x2. Hein. C'est ça, de 15 à 30. Voilà. Avec le risque, et ça c'est François-Xavier Bellamy qui le soulignait hier en disant que le service public France 2 décide de mettre en scène ce débat entre un Premier ministre et un candidat parmi d'autres aux européennes, parce qu'il est en tête dans les sondages, c'est profondément antidémocratique, puisque derrière il y a quand même 38 listes aux européennes, et on ne parle que de 2 listes, alors qu'il y en a beaucoup. Et là on parle des LR, qui n'est pas une petite liste, puisqu'ils ont déjà des députés européens, etc. Absolument. Oui, c'était d'un point de vue démocratique. Je pense que le gagnant de hier soir, c'est quand même la punchline de François-Xavier Bellamy, sans problème. Ouais. Face à Caroline Roux, qui perd un peu ses moyens, d'ailleurs, quand on lui dit démocratiquement... Qui a décidé de faire ça? Voilà, et c'est une commande de l'Élysée, quand même. Ça pose quand même un problème. Il y aurait eu, au pire, Valérie Hayé, pourquoi pas, déjà, premier problème. Mais maintenant, quand on sait l'erreur des sondages potentiels entre 1 et 2 points, finalement, pourquoi Glucksmann? Pourquoi pas Glucksmann? Pourquoi Hayé? Pourquoi Attal? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y aurait eu 2 listes à 20, 5 ou 30, ok, très bien, et puis les autres derrière, loin, ok, mais là on a quand même 2 listes globalement à 15, et finalement on ne joue le clivage, non pas gauche-droite évidemment, qu'Emmanuel Macron a effacé largement, mais on joue un clivage entre guillemets Europe des nations, comme contre une Europe dite fédéraliste, pour le faire vite. Mais qui ne dit pas son nom. Et puis le côté respectabilité d'un côté, et attention, c'est l'extrême droite de l'autre. Parce que ça, c'est la petite musique qu'on nous resserre à chaque élection, en disant il faut faire le rempart, le barrage, le machin, etc. Qui ne marche plus. Bien sûr, qui ne marche plus du tout. C'est ce qu'on voit. Il y a aussi un vrai problème dans ce type de débat. Quand on a 2 candidats aussi antagonistes, ils ne sont pas là pour convaincre le camp d'en face, clairement pas. On va écouter ce que disait à l'époque Jacques Chirac sur justement ces débats politiques. Il était face à Lionel Jospin. On écoute. Toute agressivité, on se fait plaisir, on fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pas tous les meetings. Tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Mais l'ensemble des Français... Pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr. C'est ceux qui... Des débats pour les militants, ce que disait Chirac, c'est ce qu'on a vu hier. Oui, bien sûr. Et puis vous imaginez pas que quelqu'un qui a envie de voter pour la liste Renaissance va tout d'un coup voter pour RN et réciproquement. Bien sûr que non. Tout ça n'existe pas. Donc, mais en revanche, il faut quand même convaincre ces militants et surtout d'aller voter et de se mobiliser. Ça, c'est quand même important pour la liste à la fois de Valérie Hayé et pour la liste aussi de Jordan Bardella. C'est très important parce que la liste de Jordan Bardella étant à peu près assurée d'une victoire, les gens peuvent se démobiliser et les autres, s'ils ne sont pas au rendez-vous, eh bien, effectivement, elle risque de finir derrière Raphaël Glucksmann, ce qui serait un échec absolu pour Emmanuel Macron. D'où la question démocratique de ce débat qui met en lumière 2 listes sur les 38. Bien sûr. On est loin du compte. Mais bien sûr. C'est un vrai problème. Et en plus, c'est quand même le service public qui organise ça. C'est encore plus problématique dans le contexte dans lequel ça s'est fait, et ça s'est décidé, et ça s'est mis en scène. Un Premier ministre qui vole la vedette à la candidate, et deuxièmement, 2 personnages qui sont mis face à face. Et puis après, les 4e et 5e divisions vers 21h, 22h, je ne sais plus quelle heure. Oui, c'est assez terrible avec ce principe maintenant de l'équité, où le plus on a de temps de parole de députés, le plus on est visible en fait. Donc on invisibilise de plus en plus les listes qui ne sont pas... Ouais, voilà, mais c'est terrible. Grosso modo. On ne prête qu'aux riches, sauf que là, je le répète, au regard des sondages,
Ça n'a pas de sens, puisque Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann sont quasiment considérés à équivalent à l'heure où nous parlons. Dans le domaine des idées, parce que là on a parlé beaucoup de la forme, l'organisation, on a vu quand même la gêne de Jordan Bardella quand Gabriel Attal a montré le revirement de veste en fait du RN sur le Frexit notamment, sur la sortie de l'euro, en disant mais comment se fait-il que vous avez changé aussi légèrement finalement d'axe, qui est quand même un axe fondateur du Rassemblement national, de dire il faut sortir de l'Union européenne d'une certaine façon. Il n'y a pas eu de réponse finalement. Moi je trouve que le RN aujourd'hui a quand même un petit problème à définir ce qu'ils entendent par souveraineté, ou à définir leur souveraineté. Voilà, leur souverainisme. Est-ce qu'il est effectivement à la manière d'Asselineau jusqu'au Frexit? Bon, aujourd'hui, non. Mais est-ce que c'est pas un Frexit qui se cache pour interrogation? Finalement, on n'en sait plus rien. Est-ce que c'est un souverainisme à la Philippe Séguin, voilà, d'un anti-Maastricht, ce qu'il avait excessivement bien décrit et qui était tout en finesse? On ne sait plus exactement. Et je trouve que c'est un dossier qui ne travaille pas assez conceptuellement. Et du coup, quels que soient les revirements, vous voyez, moi, je trouve que les revirements sont pas forcément très grave. L'Angleterre était au départ de l'Europe, elle n'y est plus aujourd'hui. Enfin bon, voilà, après tout, on peut changer. Mais je trouve que ce qui est plus problématique, c'est quels sont les contours aujourd'hui idéologiques de ce type de souverainisme que le RN porte, et je trouve que c'est pas très clair. Mais justement, ce terme... D'ailleurs, est-ce qu'on peut même l'appeler souverainisme? C'est ça la question, parce que ce terme de souverainisme, il est utilisé à tort et à travers par tout le monde. Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne. Alors ça voudrait dire quoi? Puisque hors du cadre de la nation, la souveraineté est difficile à trouver. Donc ça voudrait dire que l'Europe va devenir une nation, voire, ou du moins un État. Donc on a une vraie question sur ce fédéralisme qui ne dit pas son nom. Et finalement, enfin moi ce que je retire du débat d'hier, c'est que les sujets qui comptent pour les Français n'ont pas été traités. Le pouvoir d'achat, la question de l'indépendance. Alors on va tout le temps parler des grands sujets, mais sur aujourd'hui, le logement, le pouvoir d'achat, le chômage... Il n'y a pas eu vraiment de... Ça a été effectivement le parent pauvre, je trouve. Et puis aussi, c'est difficile de rentrer dans ce genre de thématique aussi quand on a un Gabriel Attal qui, grosso modo, fait un petit peu comme son maître Emmanuel Macron, on enjambe. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas un problème. La PAC, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Voilà. La défense à terme, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Et puis, s'il y a des problèmes, on rectifiera à la marge. Vous voyez, il y avait un truc comme ça chez lui. Quelque chose que le bloc va bien. Et puis, on fera des petites rectifications à la marge. C'est pas un problème. Les OQTF, on n'en parle pas. L'immigration, c'est pas un problème. On fera tout à la marge. Et ça, j'ai trouvé que... Gabriel Attal a pris aussi de l'ascendant, mais dans cette faiblesse-là, c'est-à-dire en enjambant. Oui, je prends l'ascendant, mais finalement, parce que parce qu'il a la position du pouvoir, parce qu'il est Premier ministre, et puis surtout, je balaye d'un revers de main toutes les complexités, et je ne rentre pas dans le fond des questions. Et ça, j'ai trouvé que c'était très dommage. De ce point de vue-là, le débat était pauvre, d'une certaine manière. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans ce débat qui aurait peut-être changé la donne, ou du moins qui aurait rendu le débat plus intéressant? Peut-être aussi, une vision de l'Union européenne. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'Union européenne qui, quand on était plus jeune, a pu nous faire rêver? C'était un peu, voilà, l'Union européenne d'Erasmus. Je prends un cliché, mais c'était un peu ça. C'était, on est tous citoyens d'un grand continent et on est plus fort ensemble face à la Chine, aux États-Unis, etc., que tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'on raconte de ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a tellement élargi à un moment donné pour contrer la Russie après 1989, etc., qu'est-ce qu'on ne s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis? Est-ce qu'il y a encore une unité? C'est quoi? Quelle histoire on raconte? C'est quoi ce roman européen qu'on raconte? Et ça, je trouve qu'on ne l'entend pas, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté, côté Emmanuel Macron et Renaissance. Je trouve pas tellement projet, parce que. Oui, mais comme il cache son potentiel projet fédéraliste, finalement, il raconte pas non plus, puisqu'il avance parfois ici ou là caché. Et je trouve que. Et puis, quelle est l'unité aussi culturelle, d'une certaine manière, géopolitique, géoculturelle, j'ai envie de dire, de cette Europe. Parce qu'effectivement, l'élargissement a affaibli aussi l'unité culturelle et le sentiment d'appartenance. Voilà. Le sentiment d'appartenance, je trouve qu'on ne le sent plus. Et je trouve que ces hommes et ces femmes politiques ne savent pas le faire revivre. Même Emmanuel Macron, qui ne bouge jamais sur une chose, c'est qu'il est pro-européen. Ça, c'est certain. Oui, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-européen? Si c'est faire la
guerre à la Russie et à la Chine, c'est quand même limité comme projet, quoi. Et il y a peut-être autre chose. Mais voilà. Et puis on ne peut plus aussi raconter, vous le suggérez en creux, on ne peut plus raconter aujourd'hui simplement que l'Europe c'est la paix. Une fois qu'on a dit ça, on n'a plus rien dit aujourd'hui. C'est leur temps à dire que l'Europe est mortelle, que la guerre est revenue sur le continent européen. Donc c'est ça. Donc voilà, il y a à la fois ça et à la fois. Oui, mais quand il dit ça, il dit justement il faut plus d'Europe parce que l'Europe c'est la paix, sous-entendu. Donc voilà, mais c'est vraiment insuffisant comme projet et je trouve que comment se sentir européen aujourd'hui, ça ce n'est plus raconté. Ouais, le problème de vision en fait, c'est ce que vous soulignez sur les deux camps en présence. Et pour les autres partis, c'est la même chose ? Oui, je trouve aussi véritablement que ce soit chez LFI, Europe Écologie Les Verts, même chez les Républicains, oui, je trouve effectivement que tout le monde répond finalement un peu du tac au tac à l'actualité, à ce qui doit être répondu rapidement, etc., dans un sentiment d'urgence médiatique tout le temps, et finalement sur le fond il se passe rien. Donc ces débats finalement, même si c'est pas vraiment du buzz ou des punchlines, ça finit quand même par y ressembler et on ne dit plus grand-chose. Et on prend pas le temps de réfléchir et de se poser. Et je trouve aussi, fondamentalement, que les partis politiques, quels qu'ils soient, ne travaillent pas assez les sujets en amont. Il n'y a plus de travail. C'est la question des programmes, en fait. Hein, oui, mais qui dit programme dit travail, évidemment. Et je trouve que la communication, le temps médiatique, le temps des réseaux sociaux leur prend tellement de temps. Aller chercher de l'argent leur prend tellement de temps, à s'assurer des assises pécuniaires leur prend tellement de temps, tout cela leur prend tellement de temps, je trouve qu'ils ne prennent plus le temps fondamental en fait du programme, des idées et donc des visions. Et voilà. Merci beaucoup pour ce retour sur ce débat qui était attendu par certains et qui a déçu beaucoup. Attal Bardella, d'autres débats bien sûr auront lieu sur différentes chaînes de télé pour avoir un peu plus de panel et comprendre quels sont les enjeux de ces élections européennes du 9 juin. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous, Poulain sans réserve sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors c'est bientôt les JO de Paris, la liesse, la joie, tout ça. Et surtout, attention, un héritage incroyable, la Seine va enfin être baignable. Et on a la date de cette baignade inaugurale, ce sera le 23 juin, où vous allez voir, ils seront plusieurs à faire plouf dans l'eau merveilleuse de ce fleuve historique. Alors c'est vrai que se baigner dans la Seine, c'est un vieux rêve qui était porté à l'époque par Jacques Chirac. J'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Eh bien, il n'a pas eu le temps de se baigner dans la Seine, Jacques Chirac, non. En revanche, Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, elle a promis le 23 juin d'aller montrer son crawl dans la Seine. Oui, j'ai prévu de me baigner dans la Seine, ça c'est clair. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. Ras la casquette, c'est vrai quoi. Incroyable Anne Hidalgo qui n'en peut plus de ces gens qui critiquent ces jeux merveilleux et surtout cette baignade. Dans la Seine, elle sera rejointe dans l'eau par sans doute Emmanuel Macron, le président de la République. Il y a eu des engagements pris. Vous allez baigner ? Mais moi oui, j'irai. Quand ? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Alors la date, on l'a, c'est le 23 juin, Emmanuel. Donc on attend avec impatience le plongeon du président. Mais on aura aussi le préfet de Paris, Laurent Nunez, qui lui ne veut pas aller à l'eau tout seul. Je sais que le président l'a dit, moi je l'ai dit à Madame la maire de Paris, que avec le préfet de région d'ailleurs, je ne sais pas si il nous écoute, je l'embarque aussi dans cette affaire, mais je crois que lui-même avait dit que donc vous allez vous baigner dans la Seine. Oui, bien sûr. Il y a des plans de baignade dans la Seine, ça fera partie de l'héritage quand même. Donc moi j'ai prévu, oui. Le bel héritage et le préfet de région qui est embarqué contre son gré d'une certaine façon. Et ce matin, on avait en plateau ici chez Jean-Jacques Bourdin, Clément Beaune, ancien ministre de l'Europe et des Transports, qui lui aussi a dit tiens, c'est une bonne idée, allons-y. Est-ce que vous irez vous baigner dans la Seine le 23 juin ? Oui. Et en plus, j'ai compris, mais je lis les journaux, je n'ai pas été appelé par la maire de Paris actuelle, qu'elle voulait faire, je prends comme un hommage, ce moment historique dans ma circonscription. Donc vous allez plonger dans la Seine ? Plonger, je ne sais pas, me baigner en tout cas. Oui. Alors,
plonger, me baigner. Bon, il va falloir trouver le terme adéquat. C'était sans compter, bien sûr, sur la facétie des internautes français qui ont utilisé la plateforme X Twitter avec ce hashtag qui compte maintenant plus de 20 000 posts. Je chie dans la Seine le 23 juin, le fameux jour merveilleux de la baignade. Eh bien, certains auraient décidé d'aller déféquer dans le fleuve qui est pourtant rendu propre à la baignade. Ce qui a inspiré Félix, qui nous a fait une ode à ce 23 juin et à ce hashtag. Désolé pour vos oreilles, mais on va se quitter et on va voir le 23 juin. On attend ça avec impatience. On se donne rendez-vous sur Sud Radio pour regarder cet événement. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite et sans transition, désolé, notre invité Pierre Bessac, informaticien, porte-parole du Parti Pirate. On ne va pas parler d'œuvres d'art, de scènes et de baignade, mais plutôt de la Nouvelle-Calédonie et de la censure d'Internet qui a lieu là-bas. TikTok, un réseau social pointé du doigt pour son rôle qu'il aurait eu dans les émeutes, mais ça pose beaucoup de questions de droit en réalité qui sont balayées d'un revers de main par le Conseil d'État. Absolument. Bonjour Alexis Poulain, merci pour l'invitation. Merci. Effectivement, le blocage de TikTok, quelque chose de rare, c'est un précédent dans une démocratie. Aucun pays n'a fait ça. Les pays qui font ça, c'est la Turquie, la Russie, l'Afghanistan. En général, on fait retirer les contenus problématiques quand on en trouve, de manière sélective. On ne bloque pas un réseau social complet de cette manière. Donc c'est un précédent qui n'aurait d'ailleurs probablement pas pu avoir lieu en France métropolitaine, parce qu'il y a les directives européennes qui nous protègent, en fait, qui empêchent l'État français de faire n'importe quoi. En Nouvelle-Calédonie, c'est différent. Et donc, en fait, ça pose effectivement un grand problème de précédent. D'une part, par le fait de bloquer comme ça sans sommation, littéralement, puisque TikTok n'a pas été non plus enjoint à faire cesser les troubles supposés. Ça pose un problème de ce côté-là, et ça pose un problème sur le fait que le gouvernement le puisse, et le fait en plus, on ait peu de voies de recours. Il y a eu la décision du Conseil d'État du juge des référés qui a dit que finalement le dossier était pas suffisamment convaincant pour qu'il fasse lever le blocage sans regarder sur le fond. C'est ça, parce que c'est le juge des référés constate que la mesure de suspension du réseau social TikTok en cause est limitée, l'ensemble des autres moyens de communication et d'information n'étant pas affectés. Voilà, et que c'est temporaire, donc il y a le gouvernement qui s'engage à lever immédiatement le blocage dès que les troubles auront cessé. Donc finalement, on se dit, la censure limitée, ça marche. C'est ce que le juge de référé semble dire. Enfin, il semble dire que par rapport aux requérants, il y a pas leur liberté n'est pas si impactée que ça, puisqu'il y a d'autres moyens de communication. Et TikTok ne s'étant pas présenté, n'ayant pas émis un recours lui-même, selon le juge, l'effet sur TikTok n'est pas avéré non plus. Et par contre, le gouvernement, il a laissé 24 heures de plus au gouvernement quand même pour présenter des pièces tangibles d'activités problématiques sur TikTok. Et le gouvernement n'a pu que présenter finalement des pièces assez limitées, des images et des vidéos du style de celles qu'on a pu voir dans tous les médias. Donc il y a rien de vraiment avéré. J'ai vu en fait ces images-là, elles ont été partagées sur X notamment. C'est des images qui sont filmées par des gens qui voient ce qui se passe dans la rue, qui sont ensuite reprises par La Première, une chaîne d'information, mais aussi les chaînes d'information en continu. Il n'y a rien en fait d'appel à l'émeute, d'appel au rassemblement. C'est quand même particulier. Il n'y a rien de manifeste, effectivement. Donc c'est un peu inquiétant que la décision ait pu être prise de cette manière. En utilisant les systèmes de blocage qui existent par ailleurs, qui peuvent être déployés de manière conforme à la loi. Mais là, le gouvernement semble avoir réalisé ça dans la hâte, et en essayant de construire ensuite, on pensait, la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme qui ont fait le recours pensaient que c'était au titre de la loi sur l'état d'urgence. Mais ce qui ne permet pas d'agir sur des contenus autres que terroristes. Et à la place, l'État a invoqué, le gouvernement a invoqué la théorie du compte. Alors j'oublie le nom exact, mais un truc particulier qui date de 1918. Les conditions d'urgence. Voilà, la théorie des contextes exceptionnels ou quelque chose comme ça. C'est pas le mot exact, mais qui est un peu sorti de nulle part. En gros, ils ont réussi à trouver quelque chose qui permette de botter en touche, en fait. Donc il faudra voir c'est une théorie qui permet de s'extraire de l'état de droit, en réalité, en disant que là, on peut faire ce qu'on veut. En gros, oui, là, une situation exceptionnelle, on peut prendre des mesures exceptionnelles. Voilà. Hors du cadre de l'état d'urgence. C'est ça. Oui, c'est quelque chose de parallèle. Alors, une des discussions des jurys, c'était est-ce que ça peut s'ajouter à l'état d'urgence ou est-ce que ça doit être quelque chose de séparé de l'état d'urgence. Ça, c'est des problèmes
problématique juridique, mais sur le fond, enfin, ça veut dire que sur le fond, le jugement, le temps de la justice, particulièrement en France, vu le manque de moyens étant très long, le jugement ne pourra être rendu qu'à l'automne. Et encore, s'il faudrait qu'il y ait un recours sur le fond. À ma connaissance, actuellement, c'est pas le cas. J'imagine que des gens vont le tenter, mais ça veut dire que évidemment, les événements, on peut l'espérer, en Nouvelle-Calédonie seront résolus à ce moment-là. Donc ça sera bien trop tard pour lever le problème. Oui, on est encore loin du compte. Il y a eu un 7e mort dans la nuit, une personne qui a été tuée par la police, qui avait été prise à partie par des émeutiers. Emmanuel Macron sur place a essayé de gagner du temps, mais on voit bien que cette idée de ramener l'ordre républicain, il a dit que c'était pas le Far West, que voilà, on ne pouvait pas se faire justice soi-même, et heureusement, mais le nombre de moyens déployés qui font craindre d'ailleurs pour la sécurité des JO, puisqu'on ne sait pas pendant combien de temps les compagnies de CRS vont être sur place, sachant que Gérald Darmanin voulait toutes les compagnies en métropole pour ces JO 2024. Il y a des questions importantes en termes de sécurité qui se posent. Absolument. Il y a ça déjà en termes de sécurité classique, physique, force de police, force de l'ordre. Là, Internet, c'est un petit peu le bouc émissaire pratique, parce que ça permet de dire qu'on fait quelque chose, mais sans régler le fond du problème en fait. Et pour les JO, on a des mesures quand même de police assez pointues qui vont être mises en place à Paris. Et on aura des polices étrangères qui seront aussi à Paris. Il y aura tout un tas de policiers venus un peu de toute la France pour renforcer la sécurité à Paris. Les caméras algorithmiques qui ont été testées lors des concerts de Taylor Swift. Exactement, et qui sont partout autour des stades. Les JO sont un laboratoire des mesures de sécurité du futur, donc qui est un petit peu inquiétant. C'est un surveillance, plus que de sécurité. De surveillance, pardon, oui, voilà, c'est un peu exactement. C'est plutôt la question de surveillance. D'ailleurs, ça vient d'être étendu au dernier moment, donc des JO et des mesures spécifiques JO, ça a été étendu au transport. Avec un rallongement de la durée de entre guillemets tests. Donc on est un peu spécialiste en France des expérimentations qui durent 10 ans et avec des rapports éventuellement parlementaires ou gouvernementaux sur l'utilité de la mesure qui ne sont jamais rendus, comme pour la loi renseignement de 2015. Là, c'est ce qui concerne les caméras algorithmiques. Les caméras algorithmiques, dans les voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a été étendu tout récemment par une proposition de loi, je crois, de LR, mais qui a été vite reprise par le gouvernement. D'accord. Donc, ici, on voit que la Nouvelle-Calédonie est un laboratoire également de tests pour des mesures de blocage d'Internet un peu brutales. Alors, il y a une situation particulière en Nouvelle-Calédonie quand même, c'est qu'il y a un monopole pour ce qui est de l'Internet là-bas, l'Office des postes et télécommunications qui peut couper, même si elle le décide. Il avait été même envisagé par le gouvernement de réduire la bande passante, de passer en 3G, sur les mobiles, de limiter en fait l'accès qu'on pouvait avoir à Internet. C'est quand même incroyable de voir toutes ces mesures qui d'un seul coup c'est un petit peu en plus c'est un peu le cotère sur une jambe de bois, parce que voilà, c'est une mesure un peu superficielle. Gérald Darmanin effectivement a dit qu'il avait été envisagé de baisser les protocoles de téléphonie mobile pour en réduire le débit, effectivement. Alors donc uniquement sur la téléphonie mobile, pas sur l'internet fixe, mais c'est quand même des mesures également sans précédent. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis il y a eu aussi cette allégation comme quoi il y avait eu une attaque informatique, une cyberattaque de grande ampleur qui aurait pu faire tomber le réseau en Nouvelle-Calédonie, réseau qui tient à un câble sous-marin, donc qui fait qu'effectivement on aurait pu aller plus loin. Et cette attaque est assez ridicule en réalité, puisque c'est à la portée de tout le monde, enfin quasi tous les gens qui bricolent. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est assez ridicule. Alors, ce sont des attaques par saturation, c'est-à-dire en gros c'est l'équivalent d'un embouteillage. Vous envoyez plein de voitures virtuelles sur le réseau, et donc les circulations normales sont bloquées également. Donc ça s'appelle des attaques par déni de service. C'est relativement facile à faire. C'est vraiment le degré zéro de l'attaque de l'attaque informatique. Ça peut être fait par un collégien un peu dégourdi avec il y a des réseaux même pour ça qu'on peut acheter, pour des réseaux de PC de vous et moi virusés qui sont dans le monde entier et qui vont envoyer automatiquement des mails. On peut leur dire tu vas saturer tel serveur, et il y a 400 PC qui vont envoyer du trafic vers l'adresse cible. Et donc en fait l'attaque a été décrite comme extrêmement importante et tout, mais non, il y a déjà eu des précédents d'ailleurs d'attaques qui ont duré des semaines, qui étaient où les experts expliquaient que ça pouvait être
ça ne pouvait être que le fait d'un acteur étatique, et où on s'apercevait à la fin que c'était 2 bandes de collégiens qui se battaient sur leur serveur de jeux vidéo. C'est ça, c'est incroyable. Donc voilà, là, encore une fois, les IP étaient russes, donc c'est la preuve que c'est les Russes. Alors oui, alors là, pareil, les experts savent très bien que typiquement si c'était les Russes, ils seraient peut-être pas assez stupides pour envoyer des données depuis leurs propres adresses. Donc effectivement, il est très facile avec les VPN, par exemple, les réseaux privés virtuels, de simuler sa présence à une autre adresse. Et typiquement avec ce type de réseau d'attaque, on peut se faire, on peut utiliser d'adresses n'importe où. Donc l'adresse n'est absolument pas un élément pertinent pour trouver la source de l'attaque, et les experts comme ceux de l'ANSSI, par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le savent très bien. Donc après, ça peut être récupéré politiquement, effectivement, ou en com, pour essayer d'attribuer l'attaque. Mais là, c'est plus de la technique, c'est de la géopolitique. Eh bien, on se retrouve dans un instant avec notre invité Pierre Bessac, informaticien, porte-parole du Parti Pirate, pour parler de cette censure de l'Internet, en quelque sorte, en Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez réagir ou poser des questions à notre invité, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Pierre Bessac, informaticien et porte-parole du Parti Pirate, pour parler de cette censure de TikTok en Nouvelle-Calédonie. La justice a donc rejeté la demande des requérants. Il y avait la Quadrature du Net et d'autres qui demandaient l'arrêt de la suspension de TikTok, en disant que finalement il n'y avait pas de problème à bloquer ce réseau social, puisque les autres réseaux étaient disponibles et que c'était limité dans le temps. Mais c'est une mesure qui va peut-être en déclencher d'autres, ou qui habitue les populations à ce type de mesures liberticides, non ? Il n'y a pas là un côté laboratoire de la dictature ? Clairement, il y a un laboratoire des mesures de blocage, de censure, etc., qui n'a pas pu être fait pendant les émeutes de juillet de l'été dernier. Mais c'est préoccupant sur le fait effectivement que ça habitue la population à être bloquée, censurée, etc. Donc c'est préoccupant pour l'avenir, parce qu'on voit, c'est pas nouveau, on voit depuis une dizaine d'années que petit à petit Internet est un lieu de passage obligé de nos vies de tous les jours. Donc c'est de plus en plus tentant pour les États de s'en servir pour nous surveiller, nous censurer, etc. Donc c'est... Et là, en juin dernier, si on fait référence aux émeutes de juin dernier, là encore, les unités d'élite avaient été déployées, la BRI, le RAID, le GIGN, etc. Et il avait été évoqué cette censure des réseaux sociaux, impossible du fait des traités européens, mais quand même, des contenus avaient été invisibilisés, ou du moins les réseaux avaient répondu positivement, en disant oui, effectivement, Snapchat et TikTok. Pourquoi ces 2 réseaux en particulier, et pas Facebook, X, etc. Parce que ces réseaux-là font déjà de la censure je pense que surtout c'est que ces réseaux sont majoritairement utilisés par des jeunes, en particulier TikTok. TikTok aussi a un effet de viralité très fort, on voit tout de suite quand on l'utilise. On a un compte Parti Pirate dessus, on a vu, on voit des vidéos qui partent en viral de manière assez peu prévisible d'ailleurs. Donc il y a un effet très fort de viralité sur TikTok qui peut faire peur effectivement, mais a priori il y a des procédures en fait de retrait sélectif de contenu, évidemment, pour pas avoir à bloquer un site entier, un service entier. Qui sont à utiliser, qui sont faites pour ça. Et donc c'est aussi aux réseaux sociaux de répondre de manière diligente aux demandes de la police et de la justice. Mais au-delà de ces mesures d'exception avec l'état d'urgence, et mesures exceptionnelles, on voit qu'il y a quand même depuis l'élection d'Emmanuel Macron une multiplication de lois de censure des réseaux sociaux qui ne portent pas ce nom-là. Mais d'abord la loi Avia, qui a été totalement retoquée à l'époque par le Conseil d'État. Et puis ça revient par la fenêtre finalement avec la loi contre les discours de haine, etc. La loi de la régulation de l'espace numérique. La loi SRN, oui, tout à fait. La loi SRN. Effectivement, la loi SRN avait des dispositions assez brutales en termes de bannissement, alors que ça vient d'être retoqué. En termes de blocage administratif aussi, c'est-à-dire blocage sans juge d'un site. Il y avait un certain nombre déjà de choses existantes qui permettaient de bloquer des sites, donc des sites majoritairement de contenu très grave. Donc typiquement un blog faisant l'apologie du terrorisme ou un site contenant majoritairement des
vidéos pédopornographiques. Donc là où il n'y a pas tellement de questions à se poser sur le retrait de contenu, on bloque en bloc, sans jeu de mots. Puis voilà. Mais petit à petit, ce genre de mesures administratives, de blocage sans juge, en fait, est étendu. Et la loi SRN a sensiblement étendu il y avait des termes très flous qui permettaient aussi de censurer des contenus politiques. Quasiment. Ah bah tout à fait, oui. Il y a eu aussi les lois, par exemple la loi sur la majorité en ligne qui a été, on a exigé depuis 2020 à peu près, 2020, des sites pornographiques qui vérifient l'âge des personnes qui accèdent pour vérifier, de manière plus forte. Plus formel qu'autrefois. Voilà, donc vérifier. Donc ça veut dire que chaque utilisateur de site théoriquement devrait pouvoir être en mesure de prouver son âge avec une identité dérivée, des choses comme ça. Mais l'article de loi qui concerne les sites porno concerne également les contenus violents. Donc pendant la présidentielle 2022, il y a une vidéo de campagne d'un candidat qui a été bloquée pour raison de contenu violent parce qu'elle contenait des images d'actu. C'était Éric Zemmour, pour pas le nommer. D'accord. Donc la vidéo d'Éric Zemmour était soumise sur YouTube à déclinaison d'identité. Même sur les contenus violents, on a la question aussi, on a vu toutes ces violences, la répression des gilets jaunes, lors des manifestations pour les retraites. Il y a aussi l'utilisation par les citoyens de ces vidéos qui ne sont pas montrées par les médias pour montrer les violences policières. Absolument. Et avec ces lois-là, ça permettrait d'invisibiliser ces violences policières, de faire comme si elles n'existaient pas, et puis d'empêcher l'alerte citoyenne sur ces faits. Absolument. Potentiellement, alors on n'en est pas tout à fait encore là, mais effectivement, il y a des questions à se poser là-dessus, sur la possibilité de faire disparaître des vidéos un petit peu ennuyeuses pour le gouvernement, et la force publique. Et autre cheval de bataille, c'est la fin de l'anonymat sur Internet. Alors, est-ce qu'on peut dire une fois pour toutes que l'anonymat sur Internet, ça n'existe pas, ou alors c'est réservé à une petite élite de hackers, mais globalement, on a le pseudonymat, mais à partir du moment où la justice demande à un fournisseur d'accès à une plateforme une identité derrière un compte, c'est possible de l'avoir. D'ailleurs, des gens sont en prison pour harcèlement, cyberharcèlement, il y a déjà eu des jugements. Voilà. Alors, beaucoup de gens estiment qui peuvent cyberharceler ou menacer de mort ou autre, qui ne seront pas retrouvés, mais ça se passe pas comme ça. Ils se retrouvent devant la justice, ils sont tout surpris. Donc il faut que les gens soient conscients que si vraiment ils font n'importe quoi, on peut les retrouver dans la plupart des cas. Donc les demandes, alors après c'est pareil, les demandes d'arrêt sur l'anonymat, donc il y a Paul Midi, le rapporteur de la loi SRN, qui a tenté de faire passer ça et qui revient à la charge d'ailleurs, qui est revenu à la charge après avec une tribune. L'idée derrière, c'est de forcer en fait à terme l'identification de tout le monde sur Internet. Donc, de toute façon, sur Internet, on laisse des traces, même quand on n'est pas identifié par notre identité, au sens strict. On laisse des traces partout. On laisse des cookies, on laisse des adresses de connexion, on laisse tout un tas de choses. Donc, il est très difficile, effectivement, d'être intraçable. C'est quasiment impossible. Donc, il y a une volonté, en fait, on nous dit souvent il faut qu'Internet soit soumis aux mêmes règles que la vie réelle. Mais quand je vais dans la rue, j'ai même pas l'obligation légale d'avoir ma carte d'identité, en fait. Donc je peux faire tout un tas de choses de manière totalement anonyme, acheter du pain, faire mes courses, etc., me déplacer en voiture. Sur Internet, j'ai mon adresse IP qui me trace également de la même façon qu'une plaque d'immatriculation de voiture. Donc en fait, on demande à Internet de nous tracer plus, et c'est contre ça aussi qu'il faut se battre, parce que c'est une restriction, littéralement, on se dirige, si on n'y prend pas garde, vers un régime à la chinoise, à plus ou moins court terme. Ça va en fait beaucoup plus vite que... J'avais fait une conférence sur la dystopie qui nous menaçait. En fait, les propositions parlementaires ont été plus vite que mon imagination. Donc c'est un petit peu ce régime de contrôle social, en fait, de crédit social. C'est ça. On voit aussi l'arrivée dans nos vies des QR codes. Alors à l'aune de la crise Covid, il y a d'abord eu les auto-attestations, puis ensuite ce pass sanitaire avec ce QR code. Arrivent les JO et on nous ressort le double QR code pour avoir le droit de se déplacer dans Paris, où là on supprime même la liberté de circulation. Oui, étant parisien, je n'ai pas encore fait ma demande sur la plateforme. Je vais pas aller le long de la scène le jour de la cérémonie, mais je vais en avoir besoin pour me déplacer dans mon quartier le jour de la course cycliste. Et vous en pensez quoi de cette mesure ? C'est très bizarre, parce que déjà il faut fournir patte blanche, il faut s'enregistrer sur un site en fournissant sa carte d'identité, ses motifs, tout un tas de trucs, des CERFA, des machins, des trucs. Un justificatif de domicile. Voilà, il y a une liste de pièces à regarder sur le site en question.
question. C'est assez effarant parce qu'il y a peut-être 30 ou 40 cas, suivant qu'on est taxi, restaurateur, livreur, etc. C'est ultra complexe et on sait pas trop, on n'a pas trop d'informations sur ce qui va se passer après pour les informations collectées. Oui, parce que ensuite, le renseignement intérieur doit scanner les profils pour voir si vous n'êtes pas sous fichage S. Toute demande va être soumise à enquête de police, donc c'est quand même grave. Bah oui, c'est grave. Et les gens y vont quand même en disant les Parisiens sont pas très satisfaits de la situation. On va voir comment ça se passe. Actuellement, seule la partie inauguration est ouverte, donc on peut voir un peu comment ça se passe si on veut aller à l'inauguration. Mais effectivement, c'est préoccupant sur les questions de liberté publique et de traçage dans notre vie de tous les jours. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Pierre Bessac. Je rappelle, vous êtes informaticien et porte-parole du Parti Pirate, parti qui présente une liste aussi aux élections européennes. On est candidat aux élections européennes. Le 9 juin. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états, avec André Berkoff qui reçoit Alexandre Devecchio, rédacteur en chef des idées et des débats dans le Figaro, qui est également animateur sur Sud Radio, et il réédite son livre Les nouveaux enfants du siècle, parce que, figurez-vous qu'il y a 10 ans, Alexandre Devecchio avait interviewé des personnages politiques inconnus à l'époque, comme François-Xavier Bellamy, Sarah Knafo, Jordan Bardella ou encore Marion Maréchal. Voilà, en 10 ans, tout cela, vous les connaissez maintenant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.